Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Alors, le professeur Walter Maierovitch, les frères Bolsonaro, rendent encore un mauvais service au Brésil. Walter Maierovitch. C'est un juriste, n'est-ce pas, ancien juge, qui est aujourd'hui commentateur chez UOL et qui a écrit cet article disant justement qu'une fois de plus, ils nuisent au Brésil. Parce que la première fois, c'était avec les droits de douane, avec toutes ces choses-là, et maintenant avec les conséquences économiques qui vont arriver et qui vont vous toucher, vous qui me regardez. Et vous allez le voir, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va dérouler ici le raisonnement, et on va y arriver. Walter Maierovitch dit la chose suivante, écoutez, il dit exactement qu'il ne va rien se passer, rien du point de vue de la sécurité publique, mais du point de vue de l'économie, il va se passer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Lincoln Gakia est procureur du ministère public de São Paulo et il lutte contre le PCC depuis des décennies. C'est le plus grand spécialiste au Brésil dans la lutte contre le crime organisé. C'est un homme menacé de mort, qui se déplace avec une énorme structure de sécurité à cause de son combat contre le PCC. Et cet homme a donné plusieurs interviews aujourd'hui, dont il a été beaucoup sollicité, très demandé pour donner des interviews, pour commenter cela. Et il a dit, c'est grave, regardez, la classification du PCC et du Commando Vermelho comme organisation terroriste est extrêmement grave pour le Brésil, avec des conséquences bien au-delà des enquêtes policières, dit Gakia. Et il explique même que notre propre lutte contre la criminalité en est affectée. Donc non seulement cela n'aide pas, mais en plus cela nuit. Voici Lincoln Gakia, procureur du ministère public de São Paulo, une figure très importante dans la lutte contre le crime organisé au Brésil. C'est probablement l'autorité publique la plus menacée de mort, la plus menacée, celle dont la vie est la plus en danger dans toute la structure publique du Brésil. C'est bien ce gars-là, n'est-ce pas? Et regardez, la décision des États-Unis de classer le Primeiro Comando da Capital et le Commando Vermelho comme organisation terroriste peut avoir de graves conséquences pour le Brésil, bien au-delà des enquêtes policières. Pour le procureur Lincoln Gakia, spécialiste du crime organisé, le pays fait maintenant face au risque de sanctions économiques contre le système financier, de restrictions dans l'échange d'informations avec les autorités américaines et même d'opérations secrètes de la CIA. Opérations secrètes de la CIA ici sur le territoire brésilien, service de renseignement étranger du gouvernement américain sur le territoire national. C'est ça, donc voilà, ça commence déjà là parce qu'il explique plus bas. Nous devons voir quelle ampleur les États-Unis vont donner à cette classification. Elle est extrêmement grave et a des conséquences économiques pour tous ceux, particuliers, groupes ou institutions financières, qui ont des transactions avec les États-Unis, c'est-à-dire en banque, tout le monde, n'est-ce pas? Si on achète du dollar, si on vend du dollar, si on a des transactions avec le marché américain, avec des banques américaines, tout le monde est suspecté de collaborer avec le terrorisme à partir de maintenant. Tout le monde. Alors, les États-Unis peuvent tout simplement dire, cette banque ici, elle nuit à une entreprise américaine, je vais lui nuire, je vais dire qu'il y a des terroristes là-bas, qu'elle aide des terroristes, et alors je vais sanctionner cette banque. Il peut le faire quand il veut. Et Donald Trump, tu sais, il fait les choses, personne ne sait d'où il sort ça. Il fait les choses du point de vue paradigmatique de l'enquête. Lorsque le département d'État classe ces organisations comme terroristes, cette question sort de la sphère policière et reçoit un traitement de défense nationale plus rigoureux. Ceux qui sont à la tête de la défense nationale sont la CIA et les forces armées. Alors, c'est comme ça, mon ami, ma chère amie, aujourd'hui, ceux qui enquêtent sur le crime organisé, ceux qui enquêtent sur le PCC en partenariat avec le Brésil, parce qu'il existe des accords bilatéraux, ce partenariat est réalisé par la police fédérale et le ministère public brésilien, avec la police fédérale américaine, c'est-à-dire le FBI, et avec la DEA, qui est le département antidrogue américain. Ces deux organismes là-bas travaillent en partenariat avec les deux organismes ici au Brésil, n'est-ce pas? Avec la classification d'organisation terroriste, cette collaboration prend fin parce qu'elle sort de la compétence du FBI et de la DEA et passe aux forces armées et à la CIA, le service de renseignement américain. Et là, il peut très bien y avoir des agents secrets brésiliens et américains ici sur le territoire brésilien, menant des missions secrètes, des opérations d'espionnage importantes, sur le territoire brésilien, sans que les Brésiliens ne sachent pourquoi, parce que la loi américaine autorise les Américains à faire cela. Mais vont-ils envahir le Brésil?
Oui, si personne ne le découvre, ça passe inaperçu. Aujourd'hui, cela n'arrive plus. Aujourd'hui, les États-Unis eux-mêmes ne sont pas autorisés à le faire. Les autorités américaines ne sont pas autorisées par leurs propres lois à entrer dans un autre pays pour faire cela. Cependant, avec ce type de classification, ils le peuvent. C'est pour cela qu'ils ont mené, par exemple, cette opération au Venezuela où ils ont enlevé Nicolás Maduro. C'est pour cela qu'ils ont mené ces actions sur la côte des Caraïbes, là sur la côte vénézuélienne, en tirant sur des bateaux, et aussi sur la côte colombienne, en tirant et en faisant exploser des bateaux qu'ils pensaient être des bateaux de trafiquants. Il leur suffisait de repérer, de voir un bateau naviguer la nuit, ils lançaient une bombe dessus. Donc cette demande de Flavio Bolsonaro, tu vas t'en souvenir, il a demandé qu'il y ait des bombardements, qu'il y ait un porte-avions dans la baie de Guanabara. Cela peut arriver à partir de cette décision des États-Unis. Et le Brésil a-t-il la capacité d'affronter les États-Unis militairement pour pouvoir dire « Non, vous n'allez pas venir ici, non ?» Non, il n'en a pas. Au pire, si l'espion est ici et se fait attraper, il sera arrêté, ce qui causera un grave problème diplomatique entre le Brésil et les États-Unis. Mais cette classification le permet. Elle complique l'enquête sur le crime au lieu de faciliter. Elle complique et elle transfère à un autre pays l'autorité de venir s'immiscer ici dans nos problèmes. C'est ce que cette décision fait. Alors Flavio Bolsonaro est allé demander aux États-Unis d'intervenir au Brésil. Il y est allé pour ça. Tout était bien organisé. L'annonce a été faite exprès le lendemain, exprès pour vraiment donner l'image que c'est Flavio qui a réussi. Les États-Unis allaient déjà faire cette classification de toute façon. Cela fait des années qu'ils étudient ça. Ils sont déjà venus ici au Brésil. Ils ont même parlé avec Lincoln Gakia, ce procureur ici. Et il a dit aux gars des États-Unis de ne pas faire ça parce que ça allait nuire à la lutte contre le crime organisé. Et ça n'allait pas aider, ça allait nuire. Et il a entendu ça de l'Américain qui est venu ici. Écoute, nous, on ne s'inquiète pas de votre avis, non. On est juste venu recueillir quelques informations ici. Autrement dit, ils allaient déjà le faire. Sauf qu'ils ont fait coïncider ça avec le voyage de Flavio Bolsonaro pour transmettre au public en général et surtout aux partisans de Bolsonaro l'idée que Flavio y est allé et a réussi. Autrement dit, Flavio y est allé, traître à la patrie, comme toujours, n'est-ce pas? Et il a fait ce qu'il a fait. Et il y a encore un super chat ici. Ricardo, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on paye encore Flavio Bolsonaro pour qu'il aille aux États-Unis chercher des sanctions contre le Brésil. C'est ça, Mildo, tu as tout à fait raison, tu dis vraiment la vérité, la vraie, n'est-ce pas? Et c'est ça. Rosana Zeredo. J'ignore comment deux personnes peuvent aller à la Maison-Blanche, dire ce qu'elles veulent et que tout soit cru. Est-ce si simple? Non. C'est parce qu'à la Maison-Blanche aussi, il y a des types alliés à ces types-là. Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, est un obsédé idéologique, un fou, tu comprends? Obsédé idéologique, obsédé d'extrême droite, comme ça. Et c'est lui qui crée ce genre de situation. La Mariazinha, le bolsonarisme n'a apporté que des pertes au Brésil, y compris financières, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, que des pertes. Parce qu'il y a des chaînes entières de l'industrie qui sont foutues à cause des tarifs que le gouvernement nord-américain a réussi à imposer. Dimanche maintenant, le 31, cours gratuit pour apprendre à investir, surtout si vous avez plus de 50 ans, pour ceux qui ne savent pas ou pensent qu'il est impossible de constituer un patrimoine. Oui, il est possible de construire un patrimoine. Un cours gratuit d'Eduardo Moreira sur comment construire un patrimoine après 50 ans. Regardez ce message ici. Je reviens tout de suite. Récemment, j'ai eu 50 ans le 11 février. Salut tout le monde. Ici Edouard. Je voulais vraiment remercier pour tous les messages d'anniversaire. Cette date m'a beaucoup touché. Ça donne un peu cette sensation de se demander « Mince, comment vais-je profiter de cette seconde moitié de la vie ?» C'est drôle, non? Seconde moitié, comme si on allait vivre 100 ans. On s'attend à vivre un peu moins que ça. Mais peut-être que oui, c'est la seconde moitié, parce qu'on commence à devenir maître de notre chemin et à comprendre la vie. Pas le jour où l'on est, mais quand on est déjà un peu plus âgé. Donc oui, seconde moitié. Et l'une des choses qui est inévitablement venue, c'est une préoccupation. C'est comment j'allais commencer à m'occuper de cette question financière à partir de maintenant, pour pouvoir avoir une bonne seconde moitié. Qui sait, peut-être même en accumulant encore un peu de patrimoine, pour ensuite pouvoir juste profiter, n'est-ce pas?
Profitez de ce moment que je pense que tout le monde devrait apprécier dans ce dernier tiers de la vie. Et j'ai décidé de partager avec vous toutes ces réflexions dans un cours que je vais appeler « Comment construire un patrimoine à partir de 50 ans ». Vous allez pouvoir comprendre comment j'organise mes finances et comment je fais pour que cet équilibre financier se maintienne au fil des différentes villes par lesquelles je passe. C'est gratuit de participer et vous allez beaucoup apprendre avec ce que je vais enseigner. Merci.